Alors aujourd'hui, on va passer à un autre champignon filamenteux qui est l'Aspergillus. Alors l'Aspergillus est un champignon opportuniste, donc il vit en saprophytisme, donc et à l'occasion d'un ensemble de facteurs favorisants, il devient pathogène. Donc en introduction, les aspergilloses donc sont des affections opportunistes liées à la prolifération dans l'organisme de champignons filamenteux à ifs cloisonnés du genre Aspergillus, fréquemment retrouvés dans l'environnement. Donc l'Aspergillus est un champignon ubiquitaire. Actuellement, l'aspergillose est en progression constante, surtout en milieu hospitalier. Elle est considérée comme une affection nosocomiale, donc favorisée par la présence d'un terrain immunodéprimé comme la neutropénie. Taxonomie, les aspergillus appartiennent au règne des fungi, au phylum des Ascomycota, à la classe des Ascomycètes. Ce sont des champignons dont le mode de reproduction, donc bien la forme sexuée, donc elle est représentée par les asques. Donc c'est pour ça ils appartiennent à la classe des Ascomycètes. La forme de reproduction sexuée est représentée par les asques. Donc l'ordre des Eurotiales, la famille des Trichomacées, le genre Aspergillus. Alors dans le genre Aspergillus, on a jusqu'à 300 espèces, dont une vingtaine sont pathogènes pour l'homme. Donc les plus fréquemment isolés, c'est l'Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans et Aspergillus versicolor. C'est les plus fréquemment isolés. Donc la morphologie, alors ça c'est la forme asexuée de l'Aspergillus. Alors cette forme, elle est composée d'abord d'un pied, voilà, un pied, alors au-dessus duquel s'insère perpendiculairement ce qu'on appelle le conidiophore. On dit conidiophore ou on dit stipe. Donc le conidiophore, c'est un filament non cloisonné. Et puis, ce conidiophore, il va se bourgeonner en une vésicule aspergillaire, donc au-dessus duquel s'insèrent ce qu'on appelle les phyalides. Les phyalides s'insèrent soit directement sur la vésicule aspergillaire, soit par l'intermédiaire des médules. Donc, et au niveau de l'apex de ces phyalides, donc prend la naissance les conidies. Les conidies, c'est la forme de transmission, donc c'est la forme infestante. Donc les conidies, donc l'ensemble vésicule, plus ou moins métule, s'il existe, phyalide et conidie, donc constituent ce qu'on appelle la tête aspergillaire. Voilà. Conidiophore, vésicule aspergillaire, donc phyalide et conidie. Donc l'ensemble vésicule, métule plus ou moins, s'il existe phyalide et conidie, constitue la tête aspergillaire. L'habitat. Les aspergillus vivent en saprophyte dans le sol, mais aussi à la surface du sol, sur les végétaux en voie de décomposition et les foies moisis, c'est dire leur importance en milieu rural. Ils sont ubiquitaires dans l'environnement, ils sont partout. Donc la répartition dans l'atmosphère, les aspergillus représentent 1 à 5% des isolements de moisissures dans l'atmosphère. La répartition dans l'habitat, on retrouve préférentiellement les aspergillus sur les denrées alimentaires, les fruits, les légumes, le pain et dans la poussière de maison, mais également dans les climatiseurs surtout, les humidificateurs, les solutions liquides, les vêtements. La répartition au milieu hospitalier, donc aucune méthode de standardisation des prélèvements d'air en milieu hospitalier n'existe à ce jour.
Donc, il a cependant été constaté une grande abondance de spores aspergillats au niveau des grilles d'arrivée d'air conditionné, du matériel de protection contre le feu et donc surtout les faux plafonds. Et ceci d'autant que les services sont haut situés, c'est-à-dire les services situés dans les étages supérieurs sont plus condensés de spores d'aspergillus par rapport aux services qui sont bas situés. Parce que ces spores, ces conidis, donc sont volatiles, sont prises par le courant d'air. Voilà. Le mode de contamination, c'est surtout inhalatoire. Donc, principale voie de contamination, c'est aérien par l'inhalation de spores. Rarement, donc, la contamination se fait directe par la déposition de spores sur la cornée, à l'origine de kératite, sur les brûlures cutanées et sur les sites opératoires. Physiopathologie. Alors, on va parler d'abord du pouvoir pathogène de l'aspergillus. Alors, cet aspergillus, on a dit, il s'approfite, mais il devient pathogène, donc, à l'occasion d'un ensemble de facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés à l'aspergillus lui-même, il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement, il y a des facteurs qui sont liés à l'hôte. Alors, on va commencer par les facteurs, donc, liés à l'aspergillus. Premièrement, sa taille. Donc, les spores sont de petite taille, donc de 2 à 3 microns, donc leur donnant la possibilité d'atteindre les alvéoles pulmonaires rapidement. Donc, deuxièmement, la thermotolérance, permettant leur développement chez leur hôte, 37 degrés. Et il y a l'espèce Aspergillus fumigatus qui peut se développer à une température qui peut aller jusqu'à 55 degrés. La capacité d'adhérence à la membrane basale et la capacité d'induire des micro-lésions et des ulcérations vasculaires par le biais de toxines nécrosantes sécrétées par ces aspergillus, par exemple, l'aflatoxine sécrétée par l'aspergillus fumigatus, l'ochratoxine sécrétée par l'aspergillus ocraceus et la citrinine, donc sécrétée par l'aspergillus oryza. Le tropisme vasculaire permet le développement dans les vaisseaux et une dissémination rapide par voie hématogène. Donc, les aspergillus, l'aspergillus, il est virulent parce qu'il a une petite taille, ça lui permet de diffuser rapidement dans les voies respiratoires parce qu'il est thermotolérant, donc il peut donc se développer à une température 37 degrés qui est la température du corps humain. Ça peut aller jusqu'à une température de 55 degrés comme l'aspergillus fumigatus. Il adhère facilement donc au vaisseau sanguin. Il engendre des micro-lésions et des ulcérations. Il a la capacité de léser les tissus et les vaisseaux grâce à des toxines. On a vu les différentes toxines sécrétées par quelques espèces et le tropisme vasculaire. Donc, pour l'être humain, les moyens de défense de l'organisme contre les spores inhalés sont de deux ordres. Premièrement, mécanique, c'est l'épuration des spores est assurée par le tapis mucociliaire. La défense cellulaire est assurée par les macrophages alvéolaires, sont les premières cellules entrent en jeu dans la résistance naturelle antifongique en phagocytant les spores. Les polynucléaires neutrophiles et les monocytes sont également impliqués dans la défense de l'organisme. C'est les moyens de défense de l'organisme contre les spores de l'aspergillus. Les facteurs favorisants. Premièrement, les facteurs liés à l'hôte. Donc, l'immunodépression est le principal facteur. Les anomalies de la lignée leucocytaire qui peuvent toucher soit leur nombre, donc une diminution de nombre de la lignée leucocytaire, comme la granulocytose, ou la neutropénie profonde, ou bien une anomalie de la fonction de ces cellules de défense immunitaire par atteinte de la lignée phagocytaire qui peut avoir plusieurs causes au cours de la chimiothérapie, au cours des infections virales.
l'altération de la barrière cutanée-muqueuse, ainsi que la formation de cavités, comme au cours de la tuberculose. Parce que les spores d'Aspergillus, quand elles sont inhalées, ils vont chercher une cavité néoformée au niveau du poumon. À ce niveau, ils commencent à se germiner, à se bourgeonner, à se filamenter, donc pour envahir toute la cavité. Donc la présence d'une cavité néoformée au niveau du poumon, ça favorise le développement de la maladie, le développement de l'aspergillose. Les facteurs liés à l'environnement, les spores d'Aspergillus sont présentes dans l'environnement et sont disséminées avec les poussières ainsi que les travaux intra-hospitaliers ou proches de l'hôpital non protégés peuvent être responsables d'une infection nosocomiale chez les immunodéprimés. Donc la manipulation aussi de plantes et de terreaux au cours des activités de de jardinage, le mauvais entretien des systèmes de conditionnement de l'air, les filtres, les conduits et de climatisation. C'est surtout, on doit se concentrer sur les travaux de rénovation, alors qu'ils sont faits à proximité des services à haut risque, comme le service de la néphrologie où il existe des patients greffés rénaux, le service d'hématologie où il existe des patients en aplasie médullaire, les leucémiques. Donc, ces travaux, ils vont favoriser la manipulation et la dissémination des spores qui vont être inhalés par ces patients qui sont susceptibles facilement de développer une aspergillose pulmonaire. Donc, cliniquement, les aspergilloses sont des maladies cosmopolites, normalement non contagieuses, de localisation essentiellement respiratoire. Donc, premièrement, on va commencer par les aspergilloses pulmonaires. On a en petit 1 aspergillose immunoallergique. Il existe 3 tableaux, l'asthme bronchique, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique ou l'ABPA et l'alvéolite allergique extrinsèque en fonction du tropisme de ces aspergillus, bronche, bronchiole ou bien alvéole. L'aspergillome, c'est la deuxième forme clinique grave. Donc l'aspergillome pulmonaire, voilà, l'aspergillome pulmonaire, il correspond au développement d'un aspergillus in situ, c'est-à-dire au niveau de tissu pulmonaire, presque toujours dans une cavité préexistante, par exemple une caverne tuberculeuse. Donc les spores pénètrent dans la cavité où l'insuffisance des moyens de défense macrophagique permettent la germination et le développement d'une masse mycélienne qu'on appelle la truffe aspergillaire. Donc, constituée de filaments enchevêtrés, cette truffe va combler progressivement la caverne tuberculeuse ou bien la cavité en passant par le stade de grelot. C'est un croissant aérien surplombant la boule fongique en radiologie. Alors ça, c'est la radio d'un patient qui a une aspergillose, un aspergillome, voilà. Alors on voit la truffe aspergillaire qui est surmontée par un croissant aérien. Voilà. Les facteurs favorisants, c'est la présence d'une malformation pulmonaire, soit cavité tuberculeuse, abcès pulmonaire ou un kyste hydatique, une bronchiectasie kystique, la DDB, la dilatation de bronches, l'emphysème buleux, dilatation excessive des alvéoles, la sarcoïdose fibrokystique, cancer pulmonaire excavé, silicose, fibrose pulmonaire, l'infarctus pulmonaire, rarement cavité pleurale enquistée. Donc, le fait d'avoir une cavité au niveau du poumon, l'aspergillus, il va greffer à ce niveau, il va se filamenter, il va former la truffe aspergillaire qui va combler progressivement la cavité. La principale manifestation clinique sera l'hémoptysie. On la rencontre dans 60% des cas. C'est le maître septum de l'aspergillome.
La troisième forme clinique, après les allergies et l'aspergillome, on est devant une pathologie aussi très grave chez les patients immunodéprimés, surtout les neutropéniques. C'est l'aspergillose pulmonaire invasive. Donc le tableau clinique est celui d'une pneumopathie fébrile résistante à une antibiothérapie à large spectre, plus de 3 à 4 jours. Mais généralement on dit, si on est devant un patient qui a une pneumopathie fébrile, on met notre patient sous une antibiothérapie, mais au bout de 24 heures, on n'a pas une amélioration. Alors il faut penser à une aspergillose pulmonaire invasive et commencer un traitement antifongique avant même d'avoir les résultats biologiques, parce que c'est une urgence. Voilà. Donc le tableau clinique, il est atypique. Alors on peut trouver la toux, la fièvre déjà en premier plan, la toux, les expectorations, la dyspnée, des douleurs pleurales et thoraciques et les hémoptysies. Donc à l'auscultation, on va trouver un frottement pleural, des râles crépitants, des crachats striés de sang, ou plus tardivement, on va trouver l'hémoptysie, parce qu'on a dit, parmi les facteurs de pathogénicité de l'aspergillus, c'est son tropisme vasculaire et son pouvoir de provoquer des lésions. C'est la cause des hémoptysies. Voilà. Donc, et les hémoptysies, c'est en rapport avec l'excavation. C'est un signe d'excavation. Alors, donc, on pense ou bien on suspecte une aspergillose pulmonaire invasive devant un tableau d'une pneumopathie fébrile qui résiste aux antibiotiques. Donc, il faut mettre votre patient sous antifongique avant même de confirmer le diagnostic biologiquement. Mais il faut aussi donc associer le diagnostic clinique avec un diagnostic radiologique. Alors on va demander un scanner thoracique ou bien la tomodensitométrie. Alors dans la situation de neutropénie, il semble que le scanner thoracique soit un outil essentiel au diagnostic des API, des aspergilloses pulmonaires invasives. Alors dans ce cas-là, on a deux signes évocateurs. Alors on a un signe précoce qui apparaît entre le premier jour jusqu'au 5e jour, c'est le signe du halo. Le deuxième signe, c'est le signe du croissant gazeux. C'est un signe qui est tardif, qu'on le retrouve au-delà du 10e jour. Alors, c'est quoi le signe du halo? Alors, c'est ça. Alors, le signe du halo, donc il s'agit d'un flou périlésionnel en verre dépoli à la périphérie d'une lésion qui est le plus souvent nodulaire et il représente une zone hémorragique périphérique. C'est un flou autour d'une lésion nodulaire. Voilà. Et c'est un signe donc évocateur de l'aspergillose pulmonaire chez un patient en état de neutropénie profonde avec une fièvre d'apparence inexpliquée. Donc c'est un signe précoce qui apparaît au bout des 5 premiers jours et c'est un signe constant et très précoce dans l'évolution de la maladie. Le deuxième signe, c'est le signe de croissant gazeux. Il correspond à une cavitation dans l'évolution de l'aspergillose pulmonaire invasive. C'est un signe qui est tardif, qui est corrélé à la réparation de la neutropénie. Donc, la reconstitution et la normalisation de taux de polynucléaire neutrophile donc se traduit radiologiquement par le signe de croissant gazeux. Il correspond à la détertion de la lésion, c'est-à-dire la reconstitution de la lésion, la disparition des lésions sous l'effet des polynucléaires neutrophiles. Les autres localisations, on a les aspergilloses sunisiennes, donc les sinus peuvent être atteintes par l'aspergillus, donc à l'origine de sinusite. Alors les différentes sinus atteints sont le sinus maxillaire et ethmoïdaux surtout. L'atteinte, elle est unilatérale. Donc, on distingue une forme non invasive mucopurulente et une forme invasive pseudotumorale avec destruction osseuse.
Donc, l'otite aspergillaire, c'est surtout, elle est due à l'Aspergillus niger. Alors, quand on dit otite aspergillaire, l'espèce la plus fréquemment incriminée, c'est l'Aspergillus niger. Un peu moins de 20% des otites externes sont d'origine fongique. Donc, le prurite et l'hypoacousie et l'écoulement sont les symptômes les plus fréquents. Donc, on a dit surtout dû à l'Aspergillus niger. Il existe bien d'autres localisations. On peut trouver une aspergillose digestive qui est en rapport avec une intervention chirurgicale et l'inoculation donc locale des spores d'aspergillus, l'aspergillose rénale, osseuse, cutanée, cardiaque, cutanée surtout chez les brûlés, et inguinale, c'est les onychomycoses. Alors, comment on fait le diagnostic biologique des aspergilloses? Toujours, le diagnostic mycologique, il consiste en un examen direct. Bon, d'abord, c'est le prélèvement, puis l'examen direct, et puis la mise en culture. Et d'autres moyens aussi de diagnostic. Donc, l'isolement de l'aspergillus se fait dans différents prélèvements. Bien sûr, on doit ramener ou bien on doit regrouper plusieurs arguments. Déjà, la clinique, et puis le prélèvement. Alors, les prélèvements pour les poumons, tous les prélèvements d'origine pulmonaire, en particulier le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le LBA, c'est un prélèvement qui est plus profond que les crachats, s'effectue donc, par exemple, lors d'une fibroscopie bronchique haute, c'est des prélèvements plus profonds. Les sinus, prélèvement des sinus, donc les curetages, le prélèvement des oreilles par l'écouvillonnage, curetage. Les hémocultures, généralement, on ne les demande pas au cours de l'aspergillose parce que le plus souvent sont négatives. L'examen direct s'effectue entre l'âme et lamelle. Il va mettre en évidence cet examen direct des filaments à ramification dichotomique. C'est-à-dire, entre un filament et un filament, l'angle, elle est aigu. Les ramifications, on dit, sont dichotomiques. Donc, l'angle est aigu. Voilà, puis on fait la mise en culture. Généralement, l'aspergillus est ensemencé sur un milieu de culture qui est usuel, utilisé en mycologie médicale. Généralement, c'est le milieu sabot-chlorphénicol. On n'utilise jamais l'actidien parce que l'actidien freine la poussée de l'aspergillus. Donc, la température en incube à 27 degrés et à 37 degrés. Voilà, il est recommandé de garder les tubes au moins pendant 8 jours à l'étude pour confirmer la négativité. Il ne faut pas se contenter donc d'une seule culture positive. Alors parce que tout simplement, l'aspergillus est un saprophyte des voies respiratoires. Si je fais une culture même chez un sujet qui est immunocompétent, la culture va pousser. Donc, il faut réaliser plusieurs tubes de culture pour confirmer la pathogénicité. Alors, l'identification, bien sûr, est microscopique. On recherche parmi un enchevêtrement de filaments des têtes aspergillaires dont les caractères sont variables, permettant une identification d'espèces. Parce que pourquoi on fait dans la morphologie la description de la forme asexuée de l'aspergillus. Conidiophore, tête aspergillaire, phyalide, les conidies. Parce que chaque espèce donc présente une morphologie typique. L'aspergillus fumigatus, il a une forme typique, soit en macroscopie ou soit en microscopie. Le flavus, la même chose. La nudulans, la même chose. Donc chaque espèce aspergillaire présente une morphologie qui est typique, qui permet de le distinguer des autres espèces. Voilà. On peut faire un repiquage sur un milieu Xapec. C'est un milieu qui permet d'obtenir donc des organes de fructification, les têtes ou bien les têtes aspergillaires et les formes asexuées. Voilà, ça c'est les cultures. Donc, des différentes espèces, bien de quelques espèces, Aspergillus fumigatus, Flavus, Aspergillus niger, voilà, Aspergillus niger, les têtes, les différentes têtes, chaque espèce a une caractéristique typique. Voilà, le diagnostic immunologique, c'est la recherche des anticorps et la recherche des antigènes.
Alors, la recherche des anticorps, bien sûr, chez les sujets immunocompétents, et voilà, surtout utilisée chez les malades immunocompétents. Alors, deux grands types de techniques sont disponibles. Donc, les techniques d'orientation, comme l'immunofluorescence, les magnetinations, l'ELISA, l'immunodiffusion. Il y a les techniques de confirmation, l'immunoélectrophorèse ou l'électrocinérase. Elles révèlent des arcs de précipitation de 1 à plus 20, peuvent mettre en évidence des arcs à activité enzymatique, surtout l'arc à activité catalasique, l'arc J, et chymotrypsique, l'arc C. Alors, pour les patients immunodéprimés, par exemple, qui sont neutropéniques, qui présentent une suspicion d'aspergillose pulmonaire invasive, alors on fait la recherche des antigènes. Alors, et l'antigène le plus cherché, c'est la galactomanane. La galactomanane, c'est un polysaccharide pariétal. Donc, voilà, c'est un polysaccharide pariétal. La recherche se fait par la technique ELISA. La recherche du galactomanane reste privilégiée dans le diagnostic des aspergilloses invasives, donc permet de surveiller les patients à haut risque sur une base de 2 prélèvements par semaine. Il faut suivre la cinétique de ces antigènes. La galactomanane aussi peut être positive 15 jours avant l'apparition des signes cliniques. Par exemple, les patients qui sont hospitalisés en hématologie, les patients neutropéniques, aplasiques, alors même en absence de signes cliniques, on peut et sont susceptibles de développer ces pathologies invasives. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une surveillance à raison de 2 prélèvements antigéniques recherchés au niveau du sérum, par exemple au niveau du LBA. On cherche les antigènes, voilà, à raison de 2 prélèvements par semaine pour voir est-ce que le patient a développé une forme invasive. Et on a dit que la positivité de l'antigénémie, elle se fait à plus 15 jours avant même l'apparition des signes cliniques. Le traitement, on a plusieurs molécules. Donc, on a l'amphotéricine B, donc indiquée dans le traitement des aspergilloses invasives en première ligne. Donc, on peut utiliser ces formes liposomales, comme l'amphotéricine B, c'est la fungizone, donc donnée à raison de 0,7 à 1 mg par kilo par jour en IV. Cette forme, elle est de moins en moins utilisée parce qu'elle présente des effets secondaires. Alors surtout rénal, c'est pour ça l'alternative, c'est l'utilisation des formulations lipidiques, des présentations lipidiques de l'amphotéricine B. Donc, les formulations lipidiques présentant l'avantage de moins être toxiques que l'amphotéricine B, donc la fungizone. Alors, comme exemple, l'ambisome, ça se donne à raison de 3 mg par kilo par jour en IV, ou bien Label 7, qui se donne à raison de 5 mg par kilo par jour en IV. Le voriconazole, soit on l'utilise d'emblée, comme une molécule de choix pour le traitement, soit on peut l'utiliser en alternative avec l'amphotéricine B. Alors, le voriconazole, c'est le V-Fent, c'est un dérivé azolé. Il constitue actuellement le traitement de référence de l'aspergillose invasive. Il est administré à la posologie de 6 mg par kilo en 2 fois par jour en IV, le premier jour, suivi de 4 mg par kilo par jour en 2 fois par jour en IV. Donc, il est aussi utilisé dans le traitement des formes immunoallergiques et dans l'aspergillome, donc simple. Mais ça peut provoquer donc des atteintes hépatiques. C'est pour ça qu'il est indiqué en cours des cirrhoses et des hépatites. Donc, c'est pour ça, donc, le voriconazole, oui, c'est un traitement de première intention pour l'aspergillome et les formes invasives, mais à condition que le patient n'a pas donc une atteinte hépatique à type de cirrhose ou bien d'hépatite. C'est des contre-indications de l'utilisation de voriconazole. Donc un autre dérivé azolé, c'est l'itraconazole, ou ce qu'on appelle le sporanox. Il est indiqué dans l'aspergillome simple, qui ne répond pas à la chirurgie ou en complément de la chirurgie. L'itraconazole est administré avec une dose de charge de 600
mg par jour pendant 48 heures, et puis à la posologie de 400 mg par jour. C'est des gélules de 200 mg. Les échinocondines, donc, sont utilisées dans l'aspergillose invasive, alors chez les adultes réfractaires ou intolérants à l'amphotericine B classique ou en solution lipidique et ou l'itraconazole. Donc, la caspofongie, la cancidase, donc les échinocondines sont représentés par la caspofongie qui est la cancidase. Alors, c'est la molécule la plus utilisée dans la famille des échinocondines. La dose administrée, elle est en fonction de la surface corporelle. Généralement, on donne une dose de charge de 70 mg par mètre carré par jour, et puis dans le premier jour, et puis on va faire la dégression à 50 mg, donc par mètre carré par jour. Pour l'aspergillome, le traitement consiste à la résection chirurgicale de cette masse. Donc la chirurgie, elle est indiquée dans les formes localisées et elle peut être associée à l'itraconazole ou au voriconazole péros, mais aussi dans l'aspergillose invasive, surtout en cas d'hémoptysie, parce qu'en cas d'hémoptysie, il y a une invasion des vaisseaux sanguins, donc on peut faire le traitement, on peut faire le recours à la chirurgie associée bien sûr au traitement médical. Alors, pour la prophylaxie. Alors, s'il s'agit d'un service hébergeant des malades à très haut risque, comme les services de réanimation médicale, chirurgicale, le service d'hématologie, il faut éventuellement envisager la fermeture complète du service ou au moins transférer les malades les plus fragiles. Donc, les fleurs en pot ou les plantes vertes doivent être interdites dans ces services à haut risque. La nourriture doit être soigneusement contrôlée, interdire le poivre, les tisanes ou les soupes en sachet si l'eau utilisée n'est pas bouillante. Séparer de façon la plus hermétique possible la zone de travaux de la zone où se trouvent les malades. Interdire l'ouverture des fenêtres, demander à l'entreprise de prévoir un système d'aspiration des poussières et ou humidification de celles-ci. Alors, faire des prélèvements systématiques dans les locaux à la recherche d'aspergillus au moins une fois par semaine. Nettoyer très soigneusement et régulièrement les locaux avec des produits antiseptiques et antifongiques en solution. Surveiller les malades par des prélèvements bi-hebdomadaires de crachat, aspiration trachéale ou bronchique. Alors généralement, on fait un dosage de l'antigénémie au niveau du LBA ou au niveau du sérum. Ne pas hésiter à débuter un traitement chez tout malade suspect d'aspergillose pulmonaire invasive, parce qu'on a dit toute pneumopathie fébrile résistante aux antibiotiques, alors correspondent à une aspergillose pulmonaire invasive, donc jusqu'à preuve du contraire, il faut commencer le traitement le plus antifongique le plus rapidement possible, sans même attendre les résultats de la biologie.